on est là maintenant pour parler du secours en montagne et l'originalité de ce moment qu'on va passer ensemble, c'est qu'on a 3 représentants du secours en montagne qui sont là, de 3 unités différentes, que sont le PGHM, les CRS de montagne, et le SDIS, le service départemental incendie et secours, et donc qu'on appelle les sapeurs-pompiers communément. Donc je vais les présenter brièvement et je vous demanderai, messieurs, de compléter cette présentation si vous jugez nécessaire. Donc j'ai juste à ma droite le capitaine de police Amaury Lagroix-de-Croute, chef du département d'Albertville des CRS Montagne. Éventuellement, si tu veux compléter par ton expérience personnelle de la montagne, ou en tant qu'alpiniste ou autre. Oui, bonjour à tous. En tant que professionnel, même je dirais, plus que juste montagnard, puisque pour nous c'est un mélange des deux, c'est toujours professionnel et amateur. Mais Rémi me laisse me présenter, mais je ne vais pas le faire trop longtemps parce que sinon on ne parlera pas de grand chose. Non pas que j'ai une vie chargée, mais je ne suis pas tout jeune. Voilà. Donc moi je suis policier depuis près de 25 ans. J'ai pas fait que du secours en montagne dans ma carrière. J'ai fait d'autres services de police que ça, puisque la police est une entité qui comporte 150 000 personnes et plus d'une centaine de métiers différents. Et parmi ces métiers, il y a le métier de sauveteur en montagne. Donc au départ, je suis parisien. J'ai pas découvert la montagne dans ma vallée d'origine. Ma vallée, elle est très très large, elle est très très plate. Et j'ai découvert la montagne par Fontainebleau. Finalement, comme la plupart d'entre vous, j'ai commencé comme grimpeur. C'est ça qui m'a amené au métier que je fais aujourd'hui. Un métier que je fais avec passion depuis une quinzaine d'années maintenant. Un métier que j'ai commencé à faire comme sauveteur, c'est-à-dire que j'étais sur le terrain, j'étais en équipe d'intervention avec d'autres policiers du secours en montagne, d'autres CRS montagne, et en équipe avec les équipages des hélicoptères qui nous transportent lorsqu'on fait les missions en hélicoptère, et en équipe avec les médecins des centres hospitaliers du SAMU avec lesquels on travaille sur les opérations de secours. Voilà, j'espère, Rémi, avoir répondu succinctement à ta première question. Je passe la parole à le micro. Je te repasse. Merci beaucoup, Amaury. Je vais vous présenter, et donc tu pourras compléter aussi, le commandant Fabien Desmartins, chef de groupement du service départemental incendie et secours de l'Isère. C'est bien ça? Non, de la Savoie. De la Savoie, autant pour moi. Bon, oui, très bien. C'est pas grave du tout. Et je te laisse compléter. Donc moi, je suis sapeur-pompier depuis 20 ans. Et je me suis spécialisé, puisque dans les sapeurs-pompiers, on a la possibilité de se spécialiser dans des domaines particuliers, hein, que ce soit la plongée, le risque chimique. Et la montagne fait partie d'une spécialité développée dans le métier de sapeur-pompier. Et je suis rentré dans cette spécialité en 2004 comme équipier, et j'ai évolué jusqu'à pouvoir prendre le commandement de cette unité en Savoie, donc dans le département 73, parce que nous, on a un fonctionnement départemental. Aujourd'hui, on a 22 départements en France qui sont qualifiés avec des spécialistes montagne au sein des sapeurs-pompiers, ce qui représente 350 agents qualifiés dans ce domaine. Et voilà, aujourd'hui, moi, j'ai le commandement de l'unité montagne du département de la Savoie, avec 30 agents. Voilà. Merci Fabien. Et pour finir, je vous présente le chef d'escadron, Patrick Poirot, commandant du PGHM, donc peloton de gendarmerie de haute montagne, de l'Isère. Voilà, est-ce que je te laisse compléter? Merci. Bonjour à tous. Qu'Amaury se rassure, c'est pas le plus ancien dans la salle. Il y a peut-être plus ancien que lui. Je suis dans le secours en montagne depuis une trentaine d'années, donc effectivement j'ai quelques expériences un petit peu variées. Donc le PGHM de l'Isère donc, est la 4e unité donc, que je suis amené à commander, avec une carrière qui est déjà un petit peu longue dans la spécialité, qui s'arrêtera bientôt. Le PGHM de l'Isère, donc, qui fait partie des 23 unités de secours en montagne que compte la gendarmerie sur l'ensemble du territoire national. Donc essentiellement répartis, mais on reviendra peut-être sur ce sujet, dans les Alpes du Nord, Alpes du Sud, Pyrénées, et puis également ce que l'on appelle sur les massifs anciens, constitués par les massifs des Vosges, du Jura, de l'Alsace, du Massif central et du Cantal. Je me rends compte que j'ai expliqué tous les sigles sauf un. CRS, c'est donc Compagnie républicaine de sécurité. Ok. Comme ça, tous les sigles sont détaillés pour tout le monde. Donc pendant cette table ronde, on va parler de l'histoire des secours en montagne, puisque on a 3 unités de secours en montagne, c'est le témoin d'une histoire, donc on va pouvoir parler de ça avec vous.
On va pouvoir parler également de comment vous organisez, comment le secours s'articule autour de ces 3 unités. Et puis on ira sur des bonnes pratiques en montagne. Vous, peut-être, je vous le souhaite pas, vous allez peut-être avoir recours à ce secours en montagne. Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre? Voilà, puis ce sera aussi l'occasion de raconter des histoires, des anecdotes, des expériences. Et bien sûr, on finira par un temps de questions et d'échanges avec vous. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est qu'on parle donc du secours en montagne en partant d'un événement qui est celui du secours de 2 jeunes hommes en 1956. Rappelez-moi, c'était Vincent Don et Henri. Est-ce que c'est une histoire que vous connaissez tous les 3? Je commence. Effectivement, Vincent Don et Henri, c'est un petit peu l'événement fondateur du secours en montagne en France. Alors évidemment, avant Vincent Don et Henri, ça vous parle, donc je reviendrai très rapidement sur cette histoire. Il y avait déjà de l'alpinisme dans les Alpes, depuis 2 siècles, 1 siècle et demi, 2 siècles. Et puis le secours se faisait essentiellement donc, avec des personnes bénévoles, des chasseurs, des cristalliers, des gens qui connaissaient parfaitement la montagne, qui constituaient des groupes et qui allaient au secours des alpinistes malchanceux. Et puis il y avait aussi ensuite les guides de haute montagne, donc les professionnels de la montagne qui faisaient le secours aux côtés des militaires. Tout ça a commencé à Chamonix, puis ensuite ailleurs dans les Alpes. Et puis il y a eu Noël 56, effectivement, 2 jeunes alpinistes dont l'un était promu à un avenir d'aspirant guide de haute montagne, donc 2 jeunes qui étaient déjà un petit peu forts, un Belge et un Français. Et un Français, c'est ça, donc, qui ont voulu aller faire une ascension un petit peu difficile déjà dans le massif du Mont Blanc, avec l'idée donc de terminer cette ascension donc à Noël. Et puis les choses ne se sont pas passées comme ils l'imaginaient. Ils ont été pris dans le mauvais temps. Leur course a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et puis ils se sont retrouvés pris dans la tempête, donc sous le Mont Blanc, à quelques centaines de mètres sous le Mont Blanc. Et puis à Chamonix, il a fallu commencer à organiser les secours parce que manifestement, ces 2 jeunes n'allaient pas pouvoir dans ces conditions s'en sortir tout seuls. Ils commençaient à être épuisés, ils commençaient à avoir froid. Ils avaient beau lutter, c'était compliqué. Et puis alors, il y a eu beaucoup de tentatives de secours qui ont été mises en place, qui ont toutes avorté les unes après les autres. Et cette affaire a commencé à prendre une ampleur médiatique de plus en plus importante au fur et à mesure où les jours s'égrenaient, parce que tout le monde comprenait bien que ces jeunes étaient voués à la mort. Vous imaginez, pour ceux qui connaissent un petit peu la vallée de Chamonix, on voit le Mont Blanc, donc finalement le drame était en train de se dérouler sous les yeux des Chamoniens eux-mêmes, de tous les journalistes qui venaient quasiment du monde entier pour voir ce premier drame un petit peu retentissant qui était en train de se jouer, qui était en train de se nouer. Des guides sont décédés. Un hélicoptère s'est écrasé, un des premiers hélicoptères qui a fait une tentative pour aller au Mont Blanc s'est écrasé. Et on reparlera d'ailleurs de l'hélicoptère qui est un élément clé du sauvetage en montagne. Des secouristes ont été bloqués plusieurs jours là-haut dans la carlingue de l'hélico. Donc il y a eu finalement plusieurs suraccidents pour au final ne pas sauver ces jeunes gens qui sont décédés de l'incapacité à ce moment-là, c'est comme ça que les choses sont dites dorénavant dans la littérature, par l'incapacité des services publics et des organisations qui existaient à l'époque de mettre en œuvre des secours efficaces. Après cet accident, l'État a donc décidé, le plus haut niveau de l'État a décidé d'instituer un secours public français qui a été confié donc aux services de police et de gendarmerie. C'est le début du secours en montagne étatique. Merci beaucoup. Et donc voilà, je pense que c'est le moment de passer à chacune des unités que vous représentez, de comment elles sont nées, comment elles fonctionnent, en tout cas en quelques mots, si vous êtes bien sûr au courant de ces histoires de vos unités. Alors, c'est vrai que c'est une question que beaucoup de gens posent. Pourquoi la police et la gendarmerie font du secours en montagne ? Patrick a décrit l'événement qui a été à l'origine de cette décision, la décision de l'État de confier la mission de secours au préfet de département. Et pour ça, l'État et le préfet sont appuyés sur les forces qui étaient déjà en place, qui étaient déjà existantes et qui participaient déjà aux missions de secours.
en appui des bénévoles, en appui des associations. Il y avait à l'époque, dans chaque département, des associations de secours en montagne. La première, c'était la Société dauphinoise de secours en montagne en Isère. Et les forces de gendarmerie et de police exerçaient déjà, en appui de ces associations, du secours en montagne. Donc le secours en montagne, il est à la charge de l'État depuis 1958. Pour autant, l'institution que je représente aujourd'hui, celle des CRS, avait créé en 1955, donc 3 ans avant, son école de secours en montagne, qui est située à Chamonix et qui existe toujours. En 1955, déjà les CRS se formaient à la montagne et au secours. Pourquoi ils se formaient à ça? C'est parce qu'à l'issue de la guerre, il y avait toujours cette méfiance et cette surveillance des frontières indispensable, et la surveillance des frontières montagneuses de la France a été confiée aux CRS. Les CRS donc se déplaçaient en montagne pour permettre ce contrôle des frontières. Et c'était une mission qui n'était pas exclusive pour eux, ils avaient d'autres missions que celle-là. Et en tant que force de sécurité, ils participaient également à la sécurité de la construction de tous les grands ouvrages qu'il y a pu y avoir en montagne à ces époques, c'est-à-dire les barrages, construction des barrages, donc surveillance des chantiers à cette période. Donc antérieure à 58. Et puisqu'ils étaient là pour surveiller les frontières, puisqu'ils étaient là pour surveiller les barrages, lorsqu'il y avait de grosses opérations de secours, crash d'avion principalement, on faisait appel à eux. On faisait appel à eux parce qu'ils étaient nombreux, ils étaient organisés, ils savaient intervenir en obéissant aux ordres. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 50, les forces de police, on était vraiment dans un commandement très direct. Celui qui était à la base obéissait complètement aux ordres. Et si on lui disait, tu vas dans la Burle, il fait froid, aller chercher des corps d'une garde d'avion, il y allait. Donc c'est comme ça qu'est né le secours en montagne étatique en France. Et aujourd'hui, 60 ans plus tard, finalement, il est sur un modèle quasi équivalent, c'est-à-dire que les forces qui ont commencé à faire du secours en montagne sont toujours présentes. Aujourd'hui, les CRS, c'est 210 sauveteurs répartis dans les Alpes et les Pyrénées qui travaillent en alternance. Le principe de l'alternance, vous allez certainement, on va en parler certainement tout à l'heure, le principe de l'alternance est un des fondamentaux du secours en montagne depuis son origine. Merci beaucoup, on y reviendra. Simplement une petite précision aussi par rapport à ce que tu disais, c'est que il y a un moment, les autorités, quand les secours sont mis en place, j'ai lu qu'elles s'intéressaient principalement au fait de justement aller récupérer des corps dans des crashs d'avion, mais que le secours des alpinistes, c'était pas quelque chose qui intéressait à ce moment-là les autorités d'État. En tout cas, c'est ce que j'ai lu sur le site de la FFCAM qui parle des secours en montagne. Et que ça l'est devenu ensuite. Je voudrais donner la parole à Fabien pour qu'il puisse présenter le SDIS de Savoie. Alors, je ne vais pas présenter le SDIS, mais pour revenir un petit peu et dans la continuité des échanges, la place des sapeurs-pompiers en montagne était tout à fait logique dans le cadre de la protection des personnes et du secours à personne. En fait, en France, il faut savoir que les sapeurs-pompiers interviennent environ... On a une intervention toutes les 10 secondes. Entre 10 et 2 secondes, il y a une intervention de sapeurs-pompiers qui part, ce qui représente 4,5 millions d'interventions sur l'année. Il y a 70% à peu près qui sont représentés, qui sont qualifiés en secours à personne, c'est-à-dire qu'on vient porter secours aux personnes, ce qui représente environ à peu près 3 millions d'interventions de secours à personne. Et donc du coup, les sapeurs-pompiers doivent être capables d'intervenir dans ce domaine de protection des personnes, dans tous les cas, sur tout le territoire et dans n'importe quel domaine. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure, on a des plongeurs pour intervenir, porter secours au niveau du secours subaquatique, on a des personnes qui sont spécialisées dans le sauvetage des bléments, et en toute logique, on a des spécialistes pour intervenir en montagne, dans les domaines, dans les départements présentant ce risque, et dans les autres départements, vous en avez peut-être déjà entendu parler, on a ce qu'on appelle des grimpes, c'est des groupes, c'est des personnes qui sont spécialisées pour intervenir également sur corde, dans tout ce qui est domaine, notamment artificiel. Ils peuvent intervenir sur un immeuble, ils peuvent intervenir sur un poteau électrique, un poteau EDF, des barrages et autres, toute structure artificielle. Milieu périlleux. Milieu périlleux, exactement. Et donc les sapeurs-pompiers qui sont qualifiés montagne ont également cette compétence d'intervenir sur ces domaines-là dans leur département. Et sur la
Est-ce que tu as plus de détails sur comment ça s'est créé historiquement ou, Non, j'ai pas de détails sur l'histoire. C'est juste une simple logique par rapport à nos missions premières de secours à personne. Ok, merci beaucoup. Patrick? Oui, préciser peut-être un point quand même qui est important. La France reste aujourd'hui un des rares pays à posséder un secours sur le modèle de celui qu'on vous présente aujourd'hui. Vous avez les trois représentations là, de ce qui constitue le secours en montagne en France aujourd'hui. C'est un modèle qui est devenu quasi unique. Les pays de l'arc alpin qui ont quitté ce modèle il y a quelques temps en arrière, je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne, la Suisse, bien que ça fasse pas partie de l'Europe et d'autres pays, étaient sur notre modèle jusqu'à il y a quelques temps en arrière, ont décidé de l'abandonner, non pas sur des considérations d'efficacité, probablement sur des considérations économiques. C'est pas le choix qui est fait pour l'instant par l'État, par le gouvernement français, et chacun d'entre nous, chaque alpiniste, chaque pratiquant et chaque bénéficiaire du secours en montagne en France aujourd'hui, de mon point de vue, peut se féliciter du modèle actuel. Et je te relance sur la création du PGHM et sur cette histoire-là. Alors, le premier PGHM s'est créé à Chamonix, donc après Vincent Don et Henri. Et puis ensuite, les autres PGHM, la création des autres unités a logiquement suivi. C'est étalé sur une dizaine d'années. Le PGHM de l'Isère a été créé en 1961. On fêtera donc le 60e anniversaire de la création du PGHM de l'Isère en 1921, avec un événement qui sera bâti en Isère. Voilà, la petite spécificité, donc on a parlé des Alpes, on a parlé des Pyrénées, on a parlé des massifs dits anciens, des Vosges, du Jura, etc. On a créé un PGHM sur l'île de Corse il y a quelques années en arrière, enfin 2 PGHM pour être précis, et puis on a créé il y a 10 ans un PGHM sur l'île de la Réunion, puisque la Réunion est également donc un département dans lequel nombre de pratiques de plein air sportives se sont développées avec un vrai besoin de secours pour le coup. Voilà, donc aujourd'hui, un PGHM comme la Réunion traite à peu près 5 à 600 missions de secours par an, ce qui est l'équivalent d'un PGHM ou d'une unité de CRS sapeurs-pompiers comme les nôtres. Moi j'ai un point de vue, une question du point de vue de la hiérarchie. Donc vous êtes tous les 3 dans des unités qui respectent des hiérarchies. Et vous êtes dépendant de quelle entité gouvernementale au niveau de l'État quand on va... J'ai utilisé un mot qui était peut-être pas... Non, l'État, le gouvernement, c'est tout pareil. Donc nous sommes des agents de l'État, hein. On dépend de ministères communs dorénavant. Alors un gendarme, c'est un militaire. Donc on a un double rattachement à la fois donc au ministère de la Défense, mais depuis quelques années également au ministère de l'Intérieur, avec un souci donc de la part des services de l'État de rationaliser l'emploi des forces de police. Et donc évidemment nos spécialités n'y ont pas échappé, hein. On est dans la globalité là, de l'organisation. Donc on a un double rattachement pour ce qui concerne les gendarmes d'une manière générale, à la fois donc au ministère de l'Intérieur, mais également au ministère de la Défense. Alors pour les sapeurs-pompiers, petite particularité, on a plusieurs profils de sapeurs-pompiers. On a des sapeurs-pompiers volontaires qui, eux, ne sont pas rattachés à un ministère particulier. On a des sapeurs-pompiers professionnels qui sont rattachés au ministère de l'Intérieur. Et puis on a également des pompiers militaires sur Marseille et sur Paris, avec également sur Marseille notamment une spécialité, des agents militaires pompiers spécialisés dans le domaine du secours en montagne. La police, c'est la même chose, hein, c'est le ministère de l'Intérieur. Le grand chef de la police, c'est le ministre de l'Intérieur. À l'étage en dessous, il y a un directeur général de la police nationale. En dessous, il y a un directeur des CRS. Voilà pour mon autorité hiérarchique et d'institution. Mais en réalité, sur mon domaine de compétences et sur mon département, j'ai d'autres autorités que celle-là. J'ai une autorité judiciaire, le procureur de la République, puisque dans mon travail de sauveteur, dans mon travail de policier, je suis sauveteur, mais également enquêteur. Et j'ai une autorité administrative, dans mon travail de secouriste, c'est l'autorité du préfet, puisque le secours est à la charge du préfet sur le département. Et
Ça, c'est valable pour les 3 unités. Ça veut dire que dans chaque département, il est défini un plan départemental de secours en montagne, qui définit l'organisation du secours en montagne dans le département. Et pour chaque intervention, le directeur des opérations de secours, c'est le préfet ou son représentant. Donc du coup, pour chaque intervention, c'est lui qui s'occupe de nous. Alors du coup, c'est parfait, ça permet d'enchaîner sur comment est répartie cette tâche du secours en montagne entre vous. Est-ce que c'est de façon territoriale? Est-ce que c'est de façon temporelle? Ou est-ce que c'est au cas par cas des interventions? Donc c'est d'abord et avant tout une organisation départementale, on l'a dit, qui repose, on va essayer d'être assez clair et synthétique sur le sujet, parce que finalement, pour les Béotiens, c'est pas forcément facile à appréhender, qui repose sur 3 grands principes en France, d'une manière générale. On ne va pas parler que de l'Isère, d'abord on n'est pas en Isère ici, et puis il y a la Savoie, et puis il y a Non mais c'est pas intéressant, je pense que ce qui est intéressant, c'est de comprendre le schéma global. Donc le schéma global de la répartition et du fonctionnement des unités de secours en montagne en France qu'on représente fonctionne sur 3 grands principes. Le premier a été évoqué, c'est l'alternance. Qu'est-ce que c'est l'alternance? C'est l'alternance de la permanence du secours en montagne entre les 2 services de la gendarmerie, donc les PGHM et PGM, peloton de gendarmerie de montagne, et les services de la police nationale. Premier grand principe qui vaut dans grand nombre de départements alpins, qui vaut en Isère, qui vaut en Savoie, et dans d'autres départements. Et dans les Pyrénées, évidemment. L'alternance entre 2 services de la police et de la gendarmerie. L'autre principe qui prévaut, c'est le principe alors je ne sais pas si je le dis dans l'ordre, c'est le principe de l'unicité peut-être. L'unicité, c'est l'intervention d'une force en présence. Et quand on parle d'unicité, on parle donc du travail que font les sapeurs-pompiers, donc dans certains départements où seuls les sapeurs-pompiers interviennent. Je citerai par exemple la Drôme, où les sapeurs-pompiers interviennent dans le secours en montagne sans les gendarmes et sans les CRS. On trouve de l'unicité également dans un certain nombre de départements où seule la gendarmerie intervient. C'est l'unicité d'un corps qui travaille au profit du secours en montagne. Et puis, 3e modèle qui prévaut dans notre organisation, c'est la mixité. La mixité, c'est le travail ensemble et dans une même équipe de gendarmes et de sapeurs-pompiers. Alors il y a quelques modèles, il y a quelques départements qui travaillent sur ce principe de la mixité. J'ai commandé le PGHM d'Annecy il y a quelques années en arrière. À Annecy, typiquement, donc sur cette partie du département de la Haute-Savoie, à l'exception du massif du Mont-Blanc, les gendarmes et les sapeurs-pompiers travaillent H24 toute l'année sur un principe de mixité, donc sur des équipes qui sont mixtes, sapeurs-pompiers et gendarmes, si vous voulez compléter. Donc pour prendre l'exemple de notre département en Savoie, on a également un découpage géographique avec un secteur qui est propre à chacun, enfin on couvre chacun un secteur différent et limitrophe, c'est ce qui se passe en Savoie. Donc en Savoie on a un petit peu une particularité, c'est qu'on a une partie d'un secteur, comme l'a dit Patrick, où il y a les CRS et les gendarmes qui alternent une semaine sur 2, et on a un secteur géographique dans le même département où il n'y a que les pompiers. Et l'intelligence, c'est que quand on a une intervention d'ampleur, qu'on soit capable de s'aider et de mettre les forces et les unités en commun. Oui. Non, sur les modes de fonctionnement, Patrick et Fabien les ont expliqués tous les deux. Moi, je travaille sur le même département que Fabien, donc je n'ai pas besoin de revenir dessus. Je dirais que nous, on n'est pas en mixité, on n'est pas en unicité, on travaille uniquement en alternance avec les PGHM des départements sur lesquels on intervient. C'est la particularité qu'on a, nous, alors que la gendarmerie travaille sur les 3 modèles et les 3 modèles aussi. Parce qu'on a parlé de la Corse, par exemple, tout à l'heure, et je salue mes amis corses qui sont là, du secours en montagne, et du coup, c'est une alternance pompier-gendarme. Donc on a tous les modèles possibles, ce qui fait que demain, je ne vous le souhaite pas, mais si vous avez un problème en montagne, vous appelez quelqu'un vous pouvez avoir tout type d'intervenants qui vont venir vous secourir. Dans la machine ou pas dans la machine, en terrestre ou en aérien, vous pourrez avoir des gendarmes CRS, des pompiers, enfin ça peut être mixte, ça peut être unique. Enfin, et donc finalement c'est dans des cas très rares et exceptionnels qu'il y a des interventions communes. Tu voulais dire quelque chose Oui, sur un autre sujet, et pardon, après on répondra donc à la question que tu poses, Rémi. Préciser également que si on a des fonctionnements donc, tels que ceux qu'on a explicités,
Il y a en revanche la mise à disposition de chacun de nos corps de moyens qui sont des moyens absolument communs aux citoyens que vous êtes et que nous sommes tous. C'est important de savoir que, par exemple, et on reviendra dessus, les hélicos avec lesquels on travaille, qu'ils soient peints en bleu ou qu'ils soient peints en jaune et rouge parce que ce sont des hélicoptères de la sécurité civile, de la même manière que les médecins avec lesquels on travaille, qui sont rattachés à des hôpitaux, c'est des moyens qui sont communs à nos trois corps, distinctifs. Voilà, ça c'est important de le dire. On reviendra sur les moyens juste après quand on a fini ce thème-là. Ouais, non, alors c'est vrai qu'on on est tous, on a tous un modèle et un nombre d'équipiers sur nos départements. Et il y a plusieurs cas de figure sur lesquels on travaille ensemble, sur lesquels on fait appel aux autres forces en renfort, puisqu'il y a différentes raisons pour lesquelles nos propres moyens pourraient être dépassés. Le plus courant et le plus régulier de tous, je dirais que c'est la recherche de personnes disparues. Lorsque on nous annonce qu'une personne partie en montagne n'est pas rentrée, eh ben, on sait qu'on part souvent pour de longues périodes de recherche. On part sur de longues périodes de recherche. On a parfois beaucoup d'éléments qui nous permettent de cibler des zones, et je dirais que la technologie nous offre de plus en plus d'éléments pour cibler des zones, grâce à la téléphonie, à la géolocalisation. Mais on n'a pas toujours tous les éléments, et il arrive fréquemment que alors le secours à personnes disparues, c'est un petit peu d'hélico pour faire les zones les plus évidentes, et puis après beaucoup de personnel posé en terrestre pour faire une recherche plus minutieuse. Et le personnel posé en terrestre, eh ben, c'est pas simple, parce que ça nécessite d'y aller pendant plusieurs jours parfois, d'y aller à nombreux, de se remplacer, de réveiller parfois même la motivation, parce que quand on cherche quelqu'un pendant 4 jours, eh ben, on est humain, on a des émotions, on est comme tout le monde, et la motivation, elle peut diminuer au bout de 4 jours de recherche. Donc on fait très régulièrement appel à nos partenaires pompiers et gendarmes, pour, et eux-mêmes font appel au CRS lorsqu'ils ce sont eux qui sont maîtres de l'opération, pour compléter le dispositif et essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour trouver les personnes. Voilà, je dirais que ça c'est le modèle de base où on trouve de l'interservice. C'est pas rare, je dirais que c'est assez fréquent, régulier, dans tous les départements. Et on peut même aller chercher les renforts extra-départementaux, on ne se contente pas des renforts départementaux. Voilà, je vais laisser le micro il y a d'autres raisons qui permettent de travailler en interservice. Je ne vais pas toutes les citer, je vais laisser mes collègues les nommer également. Juste pour compléter un peu les propos d'Amaury, mais effectivement, c'est dans le cadre des recherches où on a le plus souvent besoin d'unir nos forces, nos moyens et nos compétences également, parce que quand on fait une recherche de personnes, il y a également une grosse part enquête. Et donc les forces de police et de gendarmerie ont également cette mission-là d'enquête qui nous permet petit à petit de resserrer le secteur et du coup d'optimiser les chances de retrouver les personnes et de les retrouver vivantes. Après, sur les interventions d'ampleur, donc nous on en a vécu en Savoie malheureusement, mais ça peut être sur des avalanches également où il faut souvent un nombre important de personnes pour pouvoir faire des vagues de sondage. Ça peut être sur des interventions, on a fait des accidents de canyon avec des multivictimes en fait, donc ça peut être la multivictime impose des moyens un peu plus conséquents et du coup nous encourage à faire appel à d'autres unités pour compléter l'intervention. Multivictime, c'est pas quand la victime a plusieurs blessures, c'est quand il y a plusieurs victimes. Donc je crois qu'il n'y a rien à rajouter sur ce sujet, c'est déjà bien complet. Ouais, si, je pense quand même, il y a un secours qui a été marquant, qui date de 2015, où toutes les forces se sont réunies, et vraiment de tous les départements montagne. C'est aussi pour dire que c'est important d'avoir de la ressource. C'est sur le crash de la Germanwings qui s'est produit en 2015 et sur lequel voilà, il a fallu travailler. Il n'y avait pas de survivants, mais il y a eu un énorme travail réalisé par tous les services. Il en manque même là des services, je dirais. Ça s'est élargi au-delà du seul secours en montagne. Les services techniques, judiciaires, voilà, énormément de techniciens très spécifiques sur certains domaines, sur l'aérien, etc. Et c'est la force, c'est ça, c'est de pouvoir conjuguer tous les moyens existants et qui sont mis
à disposition par l'État pour répondre à ces événements extrêmement rares sur lesquels on ne se dimensionne pas au quotidien, parce que ce serait d'un coup extrême si chacun d'entre nous devait pouvoir répondre à tout ça. Voilà. Bon, je pense qu'on peut boucler une première partie. J'espère que vous avez une meilleure vision de comment le secours en montagne, c'est pas organisé uniquement autour de l'efficience, mais c'est des hommes et des femmes et des organisations, que ça a une... je vous propose de garder votre question pour la fin de... Voilà. Donc je disais que voilà, ça s'articule autour de beaucoup de choses. Il y a de la médiatisation, les médias ont un rôle à jouer. L'histoire, comme on a vu avec Vincent Don et Henri. Et ça continue d'évoluer, bien sûr, dans l'avenir. On n'est pas là forcément là pour parler de l'avenir, maintenant plutôt des moyens et de comment ça peut affecter directement la pratique des montagnards. C'est-à-dire qu'avec les moyens qu'on a en jeu, que vous avez en jeu aujourd'hui pour secourir des gens en montagne, s'ils sont au courant, si les montagnards sont au courant, comment est-ce qu'ils peuvent adapter leur pratique pour, au cas où ils ont besoin de vous, que ça se passe le mieux possible. Peut-être qu'on peut commencer sur les besoins d'être précisés. Ouais. Alors, est-ce qu'on parle des moyens qui sont mis à disposition des secouristes, de nos moyens propres, c'est-à-dire les hélicoptères, les médecins, on est toujours un petit peu dans l'organisation, dans le prolongement de l'organisation, ou est-ce qu'on parle des moyens dont dispose aujourd'hui un pratiquant pour bénéficier d'un secours efficace? C'était quoi, Rémi, donc précisément Tout à fait. Je pense qu'on va commencer par les moyens techniques que vous avez à votre disposition, et peut-être commencer par les hélicoptères dont on a déjà parlé. Donc pour vous donner un petit chiffre, aujourd'hui, ce sont sur l'ensemble des corps constitués qui sont représentés ici et sur l'ensemble du secours en montagne en France, c'est dorénavant 80-85% des missions de secours donc, qui en France sont réalisées grâce aux hélicoptères ou avec l'apport des hélicoptères. Alors parfois ce sont des missions qui sont réalisées entièrement en hélicoptère, de A jusqu'à Z. Parfois ce sont des missions qui débutent en hélicoptère qui se terminent à pied, ou inversement, des missions qui commencent à pied et qui se terminent en hélicoptère, souvent pour des raisons météorologiques. Et parfois ce sont des missions, c'est le pourcentage donc restant, pour lesquelles les hélicoptères ne peuvent pas voler, même si aujourd'hui on utilise des hélicoptères qui sont performants, surtout avec des équipages, des pilotes qui sont en capacité de voler de nuit dans des conditions dégradées. Donc le seuil, on a relevé le seuil de capacité globale à faire de la mission en hélicoptère. Et aujourd'hui, même si ça vous paraît, une fois de plus, à vous, je ramène ça, parce que tout ça, c'est des coûts, évidemment. Aujourd'hui, on sait que le coût d'une mission en hélicoptère, il n'est rien, évidemment, à comparer de la capacité qu'on a à ramener rapidement une victime, notamment une victime gravement blessée dans la vallée. Dans le même ordre d'idée, après je passerai la parole, dans le même ordre d'idée, donc, parce qu'il ne suffit pas d'aller rapidement chercher quelqu'un ou de rapidement projeter des secouristes sur un lieu d'accident. Aujourd'hui, l'idée en France, et c'est le cas déjà depuis à peu près 25 ans, c'est d'amener rapidement un médecin sur la victime. Donc je vous ai cité en parlant d'hélicoptère la première grosse évolution qu'il y a eu en 60 ans dans le secours en montagne. La deuxième grosse révolution ou évolution dans le secours en montagne, c'est la médicalisation in situ. Aujourd'hui, c'est primordial, on sait que dans l'intérêt de la victime, il faut amener le médecin auprès de la victime et la prendre en charge sur le lieu de son accident. C'est des temps considérables qui sont gagnés en termes de récupération de la victime, donc de gains pour la sécurité sociale, voilà. Une victime qui est prise en charge sur le lieu de son accident et qui est ramenée à l'hôpital, aujourd'hui on sait que c'est une victime à qui le maximum de chance est donné. Donc c'est une victime qui va plus rapidement récupérer. Et qui a plus de chances de garder ses 10 doigts. Qui a aussi plus de chances. Les progrès sur le traitement des gelures en particulier, s'il peut être fait directement par un médecin sur place, j'imagine que c'est quelque chose qui compte. Tout à fait, tout à fait. Le temps en montagne est évidemment un facteur extrêmement déterminant, parce qu'une victime en montagne, c'est une victime qui est exposée, alors qu'elle souffre de blessures en général. Hein. On parlera peut-être tout à l'heure des bénéficiaires du secours en montagne qui ne sont pas blessés, et derrière ça peut poser d'autres questions, mais effectivement le temps joue souvent en défaveur des victimes, donc il faut aller vite parce que c'est l'exposition au froid, c'est l'exposition à tous les éléments que l'on connaît en montagne. Pas grand chose à rajouter, hein. C'est vrai que la complexité du secours en montagne, la difficulté c'est l'accès. Et donc pour arriver le plus vite possible à la victime, l'hélicoptère est souvent le vecteur le plus adapté.
Après, il y a des jours malheureusement où on peut pas, où ça vole pas, et donc on doit avoir la capacité également de projeter des équipes en terrestre, même si ça prend plus de temps. Ce qui fait également qu'on doit avoir, parce que vous avez peut-être une question, ou peut-être qu'elle viendra après, mais c'est de se dire, du coup, ils sont nombreux, ils sont peut-être un petit peu trop nombreux pour arriver à faire ces missions de secours en montagne. En fait, c'est sûr que le jour où ça vole avec l'hélicoptère, pas de problème, on peut intervenir facilement. Par contre, le jour où ça vole pas et qu'il faut intervenir en terrestre, c'est pas du tout la même chose. Il faut aller prendre en charge une personne avec, en conditions hivernales ou même l'été. Et donc, du coup, il faut avoir davantage d'effectifs. Et on a parlé également tout à l'heure des interventions majeures ou dimensionnantes où il fallait également lier nos forces. Et il me semble que vous avez été tous les trois des hommes de terrain. Est-ce que vous pourriez parler de... Est-ce que Fabien, tu as une expérience ou Amaury par rapport à quelque chose de concret? Non, je voulais d'abord rajouter une chose, parce que c'est vrai que 85% des interventions se font en hélico, mais le reste se fait à pied. Et ça se fait à pied, pourquoi ça se fait à pied, pourquoi? Parce que déjà, on est tous montagnards. On est tous alpinistes, grimpeurs, skieurs. On a des compétences qu'on a développées les uns les autres dans tous ces domaines. C'est-à-dire qu'on a une autonomie complète, on est projetable partout dans les zones montagne. Et je dirais que c'est même ça la base de notre métier. C'est-à-dire que pour faire du secours en montagne, il faut d'abord être montagnard. Il faut d'abord être capable de se passer de l'hélico. Il faut être capable d'aller n'importe où. Et d'aller n'importe où en assurant sa sécurité, sa propre sécurité, en assurant la sécurité de ses collègues, en assurant la sécurité du médecin qu'on emmène avec nous, et en extrayant de ce milieu la victime ou les victimes qui, vous le comprenez bien, ne sont pas aptes à rentrer toutes seules. Donc le fait que chacun d'entre nous soit en capacité de faire ce métier, c'est pas autre chose que le fait qu'on soit montagnards tous les trois et tous les hommes et qui font ce métier depuis maintenant suffisamment longtemps. Alors Rémi, je ne sais plus quelle question tu avais posée, parce que c'est pas du tout... Je voulais vous poser la question de si vous pourriez citer, raconter une expérience concrète justement, peut-être marquante pour vous en tant que secouriste sur le terrain, que c'est à pied ou en hélico, mais si vous voulez bien partager ça, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus joyeux à raconter, mais... Non, après, les interventions, elles sont marquantes pour différentes raisons, en fait. En tout cas pour moi. Une intervention peut être marquante parce que je me retrouve à travers l'intervention. Dans l'exemple, c'est si je vais faire de la montagne avec mon fils ce matin et que demain je me retrouve aller secourir un enfant du même âge au même endroit, ça me perturbe, en fait. Voilà. Donc elle peut être marquante pour ça. Après, elle peut être marquante parce que c'est un fait très particulier et puis au final, il n'y a rien pour la victime, mais du coup, on la retient. L'exemple, c'est la personne que nous, on a pu aller récupérer dans une via ferrata qui restait pendant une demi-heure pendue à l'envers et qui tenait dans son goudrier par les pieds. Quoi, voilà. Mais au final, elle n'a rien, tout va bien, et elle est marquante. On va dire qu'on en rigole même. Et puis après, il y a la marquante par la technicité, où là, il y a de l'engagement. Et c'est particulier. Mais donc, Amaury l'a dit, tout montagnard, tous les secouristes en montagne doivent être autonomes en montagne, quelles que soient les conditions et quel que soit le milieu. Mais donc du coup, il arrive qu'il y ait des interventions dans une période dégradée, des conditions difficiles, et où il y a un réel engagement humain. Et cet engagement humain, du coup, peut marquer les secouristes fortement. Et après, il y a les interventions marquantes, par le nombre de victimes ou par des événements comme ça. Et éventuellement celles qui peuvent l'être parce que c'est peut-être la première fois que vous utilisez une nouvelle méthode, une nouvelle technologie, que vous vous rendez compte qu'elle est efficace. Ça peut être aussi quelque chose de qui ça va fait pas se plaisir. passer dans ce sens-là. On va être face à une situation qu'on ne va pas être capable de résoudre comme on le souhaiterait. C'est aussi ce qui a fait évoluer le secours en montagne durant ces 160 dernières années. Il y a alors de moins en moins, eu égard aux hélicoptères, eu égard aux formations qu'on a les uns les autres, et eu égard à l'arsenal, au matériel dont on dispose déjà. Mais le secours en montagne, c'est bâti, c'est construit, notamment par rapport aux matériels qui sont utilisés, par rapport à des situations auxquelles les secouristes ont été confrontés et à laquelle ils ne trouvaient pas de réponse.
C'est le cas pour le secours en crevasse, c'est le cas pour le brancardage, c'est le cas pour les treuils, c'est le cas pour plein de choses. Aujourd'hui, on a des matériels qui ont été imaginés et conçus par des gens, des espèces de géotrouve-tout là, qui appartiennent à nos unités, et qui ont fait leur preuve parce qu'ils répondent à un besoin qui est extrêmement précis, qui est le besoin du secouriste en montagne. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec, alors il y en a plein sur le salon aujourd'hui, mais on a des coopérations, des partenariats avec un certain nombre de fabricants de matériel, parce qu'il y a des matériels, y compris des matériels tout récents là, qu'on utilise dans le cadre aujourd'hui de nos opérations d'hélitreuillage, on ne va pas rentrer dans le détail, des matériels qui ont été fabriqués par des grandes entreprises comme Petzl, qui correspondent à un besoin extrêmement précis. C'est une niche de matériel très précise, qui peut-être ensuite, avec le temps, vont répondre à d'autres besoins. Mais le besoin initial, c'est le besoin du secouriste en montagne. Voilà. Je voulais revenir sur les opérations marquantes, pour préciser qu'une opération marquante, c'est pas forcément un secours compliqué. Je crois que c'était toi qui le disais tout à l'heure, Fabien. On peut se faire treuiller dans les grandes jorasses pour aller chercher une victime d'une chute de pierre, enfin, etc. C'est pas spécialement marquant. Enfin bon, on se retrouve un peu seul au milieu des grandes jorasses, le temps de prendre en charge la victime, mais normalement tout va bien se passer, la machine va revenir. Non, ce que je veux dire, c'est que dans notre métier, un secours qui s'annonce simple, aller chercher une cheville tordue sur un sentier, c'est pas forcément, enfin un secours qui s'annonce simple, ça sera pas forcément un secours simple, parce qu'on est dans des métiers où dès qu'on décolle, dès qu'on part en mission, il peut se passer des choses. Voilà, il peut y avoir des choses qui ne sont pas conformes, des événements qui ne sont pas conformes à ce qu'on avait imaginé, une blessure qui est plus grave que ce qu'on pensait, une météo qui se casse la gueule et du coup notre pauvre victime qui a qu'une cheville, qui devait être évacuée en quelques minutes à l'hôpital avec l'hélico, elle se retrouve à passer la nuit dehors avec nous parce il devait faire beau, on n'est pas parti avec le brancard, avec les matériels dont on avait besoin, par exemple, ça peut arriver. La meilleure chose à faire, puisque de toute façon elle ne va pas mourir, c'est de passer la nuit à côté d'elle et puis d'attendre le créneau météo favorable ou l'apport de matériel par d'autres collègues qui vont nous permettre ensuite de boucler l'intervention. Donc voilà. Et finalement, chaque opération, en ce sens, est marquante, mais elles sont aussi marquantes parce que notre métier, c'est avant tout l'humain. On est face à la détresse des gens. C'est le secours à personne en général, mais le secours en montagne, on est face à des gens dont on a peut-être encore plus le sentiment au bord de la route ou à domicile que si on ne va pas les chercher nous, il n'y a vraiment personne d'autre qui ira les chercher, quoi. Et les gens se retrouvent même parfois avec une cheville cassée dans une détresse qui est assez importante, quoi. Voilà. Alors on parle évidemment de la cheville avec tous les... Et ça va évidemment de la pathologie la plus bénigne à la pathologie la plus grave, parce qu'évidemment quand dans le domaine de la montagne on traite des drames, ça n'a pas le même retentissement qu'un drame sur la route. Parce que le drame sur la route, je regrette de le dire comme ça, c'est presque aujourd'hui banal. Des gens tous les jours se tuent sur la route toutes les 5 minutes, je ne sais plus combien il y a de morts sur les routes. Et là en montagne, un accident mortel, ça a toujours malgré tout une connotation particulière. Alors il y a celui qui est décédé, c'est la victime malheureusement, celui ou celle. Et puis il y a tous les gens derrière, la famille, les proches, qui ne comprennent pas forcément qu'on peut aller se tuer en montagne. Combien de fois dans nos métiers, on est face à une épouse, un frère, une sœur, qui dit « mais comment ça, mais il faisait de la montagne, mais comment on peut se tuer en montagne ?» C'est le cas de la personne qui vient faire de la montagne de l'autre bout de la France, c'est le cas de l'étranger qui vient en France faire son Mont Blanc, faire son ascension, et dont l'entourage, dont l'environnement ne sait même pas qu'il va pratiquer quelque chose qui peut lui coûter la vie. Voilà. Et notre métier, c'est aussi une dimension évidemment très intéressante de notre métier, mais aussi pas forcément facile, c'est d'accompagner évidemment les gens qui restent, ou les témoins, les victimes restantes, non décédées, et l'accompagnement, il passe par la pédagogie, par l'explication de la façon dont l'accident est survenu. Voilà. Patrick, je voudrais juste poser, je t'interromps, je me permets, je voudrais poser une question au public sur vos pratiques à vous, pour savoir à qui on s'adresse. Qui pratique l'escalade en bloc ici? Je vous invite à lever la main, bien haut, pour qu'on puisse se reconnaître. Qui pratique l'escalade en falaise? Je parle d'extérieur pour l'instant. Ok, en grande voie? Okay, qui pratique la montagne, l'alpinisme? Là, on parle de glace et de neige. Un petit peu moins, mais vous êtes quand même assez nombreux. Vous pouvez lever la main aussi. On a raté le coup, là. Et je recommence bloc, falaise, grande voie, alpinisme. Oui, pour tout, Amaury. Ici, là-bas, ils n'ont pas levé la main, mais c'est pareil. Ok. Donc, tu t'adressais au public. Oui, c'est vrai, j'ai dit que je m'adressais au public, ouais. J'aurais pu nous inclure, je me suis inclus d'ailleurs. Et donc,
j'ai pas parlé de salle parce que je pense que vous savez peut-être tous que l'accidentologie, là où il y a le plus de nombre d'accidents, c'est en salle que ça se passe. Hein. C'est d'ailleurs en bloc même que ça se passe. Voilà, peut-être qu'on pourrait parler d'intervention en escalade, en falaise. Est-ce que c'est aussi votre créneau ou moins ou pas? Oui, nous on intervient, comme on l'a dit tout à l'heure, dans tous les périmètres où on ne peut pas arriver autrement que soit avec des techniques alpines, soit en hélico. Et l'escalade, forcément, c'est une des activités sur lesquelles on intervient. Moi, je me suis blessé en bloc. Voilà, je suis pas le seul. Je me suis blessé en grande voie. Je me suis jamais blessé Si, je me suis blessé en Quen. J'ai eu parfois besoin des secours, parfois pas. Je me suis débrouillé tout seul. Mais ça m'est arrivé d'avoir eu à appeler les secours pour une blessure en grande voie. Pour autant, je suis pas venu avec des chiffres, mais on fait pas beaucoup d'interventions sur les accidents d'escalade pure. On en fait parce que l'activité quand même malgré tout, elle est aseptisée à certains endroits, mais elle peut être dangereuse à d'autres. On fait des interventions en Quen, en falaise d'une seule longueur, des interventions parce que parfois il y a des erreurs d'inattention sur les basiques et les fondamentaux de l'escalade, hein, l'encordement, la longueur de corde. On fait des accidents comme ça, des accidents auprès de gens dont on était persuadé, ou eux-mêmes étaient persuadés qu'ils ne commettraient jamais ce genre d'erreur. On fait ce genre d'accident parfois plus souvent en début de saison qu'en fin de saison, c'est-à-dire au moment où les gens retournent dehors, ils sortent d'une période de pratique en salle et le beau temps revient et ils se projettent dehors en falaise et ils oublient les fondamentaux de l'année précédente. On fait des accidents, ça nous est arrivé une fois à notre grande surprise, d'une corde qui s'est rompue complètement, qui a été sectionnée alors que d'apparence elle était absolument parfaite. L'enquête s'est orientée vers un stockage d'une corde dans un garage à proximité de substances chimiques. Voilà, il y a plein de choses qui font que cette activité d'escalade qui est géniale, qui est super, nécessite quand même une rigueur, une vraie rigueur. Je voulais justement revenir là-dessus, sur comment, donc, en tant que pratiquant de la montagne, que ce soit escalade ou alpinisme, si jamais on a besoin d'avoir recours à vos services, comment est-ce qu'on peut préparer le terrain et je voudrais aussi rebondir sur, on en parlait tout à l'heure, sur le fait de partir en montagne dans les Alpes, sachant que ces unités sont là. Ça implique pas la même chose que partir en montagne au fin fond du Pakistan, comme tu sais, en Roumanie. Et voilà, comment est-ce que vous avez une invitation à faire au public pour dans l'intention dans laquelle elle part en montagne, quoi, de se dire bon peut-être qu'il faudrait pas que je compte sur ces différentes unités. Je voudrais te donner la parole, Fabien. Après, quand on part en montagne, on a des éléments de base, et je pense que vous les connaissez tous, hein, mais dans les éléments de base, c'est déjà de bien préparer sa course, de regarder la météo, d'avoir un fond de sac, d'avoir un moyen de communication et d'appel, et puis d'informer également des personnes de l'endroit où on est. Et ça, c'est super important. C'est super important. Donc du coup, on part pas à l'aveugle, on part avec de quoi se porter, d'être capable de faire les premiers gestes sur soi et sur la personne avec qui on est parti. Et puis évidemment, on prépare sa course correctement. Après, malheureusement, s'il y a un souci, je ne sais pas si on en parlera, mais après, on fait le 112 ou on fait le 18 si ça ne va pas. Et on peut le faire également avant d'avoir le problème fort ou avant d'être accidenté, on va dire. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes simplement en difficulté, il y a la possibilité de nous appeler. À savoir que dans tous les cas, vous tomberez, quand vous ferez le 112 ou le 18, vous serez mis obligatoirement en conférence avec un spécialiste montagne qui, lui, pourra vous amener des éléments avant l'accident et puis qui pourra vous donner des bonnes conduites à tenir. Voilà. Après, le petit exemple que tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on en parlait ensemble. On prépare pas tout à fait de la même manière une course quand on part en France et quand on va dans des domaines où la réponse du secours en montagne n'est pas la même. Un petit exemple, c'est ce qu'on partageait tout à l'heure. Moi, je suis parti l'année dernière faire
un raid en Roumanie, et quand on part en Roumanie en ski, on sait que si on a un souci, les secours, ils sont pas prêts d'arriver, quoi. S'ils arrivent, c'est déjà bien, mais donc du coup, ça va prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours, voire ils n'y viendront pas du tout. Et donc, on ne prépare pas du tout la course de la même manière que quand on l'a fait en France. Ce qui n'empêche pas que quand on part en France, il faut préparer sa course correctement avec les éléments que j'ai pu partager avec vous. Ce qu'on constate, pour compléter ce propos, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie dichotomie des pratiques et des pratiquants. Et on reste sur le domaine de l'escalade. Il y a parmi vous, je n'ai pas compté, mais des gens qui font que de la SAE, que de la structure artificielle d'escalade. Il y a parmi vous des gens qui vont dehors et qui font que de la couenne, et il y a parmi vous des gens qui font de la grande voie et qui potentiellement commencent à faire de l'alpi, de la grande voie en montagne, en terrain d'aventure, plus en terrain aseptisé. Ces trois populations qu'on identifie bien, nous, il ne s'agit pas de stigmatiser chacune de ces populations de pratiquants, c'est juste que les expériences ne sont pas les mêmes. Et que si la SAE, c'est idéal pour débuter, pour apprendre les fondamentaux dont parlait Amaury, bien faire son nœud, bien assurer son camarade, etc., il y a des étapes à franchir pour être capable d'assurer sa propre sécurité, la sécurité de son compagnon de cordée sur de la couenne, même si ça fait qu'une longueur. Et puis il y a encore d'autres fondamentaux et d'autres acquis à avoir, d'autres apprentissages donc à acquérir, quand il s'agit d'aller faire une voie qui fait plusieurs longueurs dans un terrain aseptisé, et encore d'autres apprentissages quand on fait plusieurs longueurs dans un terrain de montagne non aseptisé. Voilà, donc ça, nous, on l'observe bien dans la nature des accidents qu'on a, parce qu'on voit effectivement que les gens ne s'exposent pas et ne se préparent pas de la même manière. Mais concrètement, aujourd'hui, quand on voit un grimpeur, quand on va chercher un grimpeur coincé dans une grande voie, et qu'on se rend compte que le grimpeur, il est passé trop rapidement de la SAE, donc de son gymnase, là, où il allait 2 fois par semaine à la montagne avec son pote qui l'a un petit peu tiré par le bras, et dit oh, on va faire une grande voie, on est prêt, etc. Non, ça marche pas comme ça, c'est exposer sa vie. C'est juste dommage. Donc ça, nous, on peut le constater. Dans le même registre, le pratiquant de SAE qui sort en montagne, il n'aura pas les apprentissages, il n'aura pas les bons réflexes, etc. Il n'aura pas forcément non plus le bon équipement. Il y a un truc que je veux dire aujourd'hui, il y a un point sur lequel je voudrais profiter de cette occasion, là, de ce micro qui m'est tendu, pour dire aujourd'hui, bon sang, mais portez les casques dès que vous n'êtes plus en SAE, y compris en couenne. On a trop de têtes qui sont cassées par la moindre chute de pierre et par le moindre petit vol qui se finit en retournement avec la tête qui va péter contre le rocher. C'est juste dommage aujourd'hui qu'un grimpeur, dès qu'il sort de sa SAE, son premier réflexe, ça ne soit pas de porter le casque. Évidemment, c'est encore plus vrai en montagne, mais ça devient vrai dès qu'on quitte la salle, dès qu'on quitte le milieu totalement aseptisé. Juste un petit... Qui a déjà vu une pierre tomber sur un site de SAE où il comptait pas de SAE, pardon, un site de falaise. Un SAE serait quand même inquiétant, mais ça peut arriver aussi, la résine. A vu une pierre tomber sur une falaise où il comptait pas porter le casque. Ok, on commence à être un peu nombreux. Est-ce que pour autant ça vous a fait porter le casque? Moi, toujours pas. Moi, je vais vous citer, puisque Rémi tout à l'heure me demandait si on avait des anecdotes. Moi, je vais vous citer l'expérience qui m'est arrivée il n'y a pas plus d'une dizaine de jours. Je vais au Mont-Aiguille avec un pote. Vous connaissez le Mont-Aiguille, donc ce sommet emblématique du Dauphiné, là, bien caractéristique. Et alors, j'y suis allé quelques fois au Mont-Aiguille, par la voie normale. L'itinéraire, il est assez bien sécurisé, ça reste une voie normale, assez facile. Et je sais en revanche qu'il y a des animaux qui traînent sur les vires, etc. Et je dis à mon pote, qui lui connaissait pas, c'est un débutant, j'ai dit écoute, on se peut en retrait de la paroi et puis on va commencer par mettre le casque avant de s'approcher de la paroi. J'ai pas souvent pris des pierres, j'ai eu déjà pas mal de déboires en montagne, j'ai rarement pris des pierres. On s'est approché de la paroi donc pour s'encorder. Et j'ai pris une pavasse comme ça qui m'a pété le casque en deux, sous les yeux de mon pote, donc à qui je venais de recommander de mettre le casque. Bon, c'est qu'un exemple parmi d'autres, mais ça, pour moi, ça a failli s'arrêter là, quoi. Voilà, bon, et on n'avait pas commencé l'ascension. Voilà. Je voudrais juste, avant de te donner la parole, Amaury, quand même marquer un point, c'est ce qu'a dit Fabien, c'est que c'est possible, à un moment, quand on est dans le doute et qu'on n'est pas encore dans la mouise, d'appeler pour demander de l'aide et avoir des conseils. Ok, voilà. Juste une petite anecdote. C'est souvent parlant les anecdotes. C'est une que j'ai vécue j'étais jeune sauveteur, ça fait très longtemps. Plus proche des mentons, pardon. J'étais à la Bérarde, c'est en Isère, dans le massif de Loisan. J'étais à la Bérarde, on avait un poste de secours
Bon, il est toujours là, le poste de secours, mais maintenant j'ai pris d'autres fonctions, donc j'y vais plus. Et puis s'approche de moi un jeune aventurier, plein de fougue, il devait avoir 18 ou 19 ans, qui commence à discuter avec moi. Il a l'air passionné de montagne. Il m'explique qu'il a démarré l'escalade il y a quelques mois en SAE, qu'il grimpe dans le 6, ils se sont à l'aise dans le 6, et il me dit et ben là je viens parce que je compte aller faire la traversée de la Meije, la traversée des arêtes de la Meije. J'ai vu, le plus dur c'est un pas de 4. Un pas de 4, le pas de 4 en SAE, il l'est passé à chaque fois. Hein, pour lui, le pas de 4 en haut des arêtes de la Meije, c'était le même pas de 4 que sur son mur d'escalade. Bien entendu, on lui a demandé de ne pas y aller. Maintenant, il n'est pas aux ordres, hein, il fait ce qu'il veut. Il y est allé. Il y est allé tout seul. Il y est allé tout seul, mais il n'a jamais été jusqu'au bout parce que pour arriver là-haut, il faut avoir quand même quelques notions d'alpinisme. Et il y avait un petit bout de glacier, et sur le petit bout de glacier, il y avait un petit bout de crevasse. Et il est tombé dans la crevasse, il ne s'est pas fait baler, il est sorti tout seul. Il a fait son expérience tout seul, ce jeune. On n'a pas eu à intervenir, voilà, c'est un cas marquant de ma carrière sur lequel je ne suis pas intervenu. Mais c'est pour illustrer les propos que disait Patrick tout à l'heure. C'est-à-dire que chaque fois que vous upgradez un petit peu votre activité, il faut rester humble et vous dire que votre niveau max de l'activité en dessous, c'est pas du tout votre niveau max de l'activité du dessus. Voilà, c'était juste un petit aparté. Je m'en souviens, c'était un fait marquant de ma carrière. Et l'accidentologie en escalade, c'est 5-6% de l'ensemble des accidents qu'on traite en France. Okay, donc c'est pour une pratique qui est plutôt de niche, c'est une grosse proportion, il me semble. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, enfin comparé à d'autres, non, c'est tout accident d'escalade confondu, y compris en montagne, hein, ce qu'on met nous dans la catégorie accident d'escalade. Donc l'alpinisme pour nous, d'un point de vue purement statistique, pardon de le dire comme ça, dès lors qu'on est en secteur montagne, haute montagne et qu'on enchaîne plusieurs voies en terrain d'aventure, on n'est plus dans l'escalade, on est dans l'alpinisme. Moi, je voulais vous poser une question sur les moyens. Alors je sais qu'on avait parlé tout à l'heure partez en montagne avec un téléphone portable chargé. Puisqu'on peut vous géolocaliser grâce c'est donc Patrick qui me parlait de ça tout à l'heure, grâce à une application qui a été mise au point par la recherche et développement du PGHM, je ne me trompe pas? Oui, c'est ça, par notre cellule de recherche et développement en montagne. Et moi, la question que je me posais, c'est le drone qui est drone de loisir, qui est très utilisé en ce moment pour le loisir, est-ce qu'il a vocation à être utilisé dans le secours? Et on a 5 minutes pour traiter ce sujet, et ensuite on passera aux questions. Je vais bien partager là-dessus parce que nous on travaille avec des drones de plus en plus. Un petit exemple, on l'a fait sur une manœuvre et on a vu un peu l'intérêt qu'il y avait à travailler avec ça. Parce que le drone aujourd'hui nous permet d'avoir une vision rapide et globale de la problématique. L'exemple en fait c'était très simple, on était dans un exercice de recherche de personnes et donc du coup on l'a joué sans drone et après avec un drone. Et donc on avait des personnels, comme l'a dit tout à l'heure Amaury, répartis sur le territoire pour faire des recherches, différentes caravanes pédestres pour bien fouiller un petit peu tout le territoire. Et au bout d'un moment, on a joué un appel d'un témoin qui disait entendre du bruit dans une barre rocheuse particulière derrière notre poste de commandement. Et donc du coup, le temps que nos agents y allent en terrestre, il a fallu, ils y allent, ils prennent les bons moyens, ils accèdent à la victime, ils la techniquent un petit peu et après on la dégage. En gros, il a fallu environ 1 heure. Et derrière, on a joué exactement le même scénario avec un drone. Et donc du coup, au moment de l'appel, tac, on a la personne qui est là, le pilote de drone, hop, il décolle, il se positionne tout de suite sur l'endroit à peu près où la personne nous dit entendre des bruits. Il localise très très vite la personne. Et du coup, il peut également, donc, nous, du poste de commandement, on voit l'endroit. On arrive à amener une radio à la victime et du coup, on peut communiquer avec elle si elle a des problèmes plus de téléphone, plus de batterie, ce que tu as évoqué tout à l'heure. Donc du coup, on peut avoir de la communication avec elle. On peut lui amener également des premiers éléments comme une couverture de survie s'il y a besoin ou autre. On peut zoomer, on peut éclairer la zone également. Et puis ça nous permet très très vite de localiser, de voir les difficultés pour accéder et également pour évacuer la victime derrière. Et autre élément également très positif pour nous, c'est que ça peut également faire du guidage de nos équipes. Voilà. Donc le drone aujourd'hui sur une mission opérationnelle est une plus-value très intéressante.
C'est de la prospective. Hein. J'adhère évidemment aux propos de Fabien. C'est de la prospective. On ne s'interdit aujourd'hui aucune piste de réflexion. Hein. C'est forcément des technologies, des techniques, des matériels qui évolueront. Il nous semble aujourd'hui que notre point le plus bloquant, tu as évoqué Jean de Locke, donc qui est une application de géolocalisation, une application coopérative de géolocalisation de personnes. Le point le plus bloquant aujourd'hui pour nous, le plus dimensionnant aussi, c'est d'être capable demain, de géolocaliser quelqu'un. Aujourd'hui, 100% quasiment de la population que l'on traite est porteur de téléphone portable ou d'objets connectés, si ce n'est téléphone objet connecté. Demain, on doit être capable, la législation française doit nous autoriser, nous les services publics en charge du secours à personne, devra nous autoriser à utiliser déjà des outils existants pour aller vers de la géolocalisation non coopérative. En gros, si quelqu'un de nous se perd, est blessé dans la montagne, mais n'est plus en capacité d'avoir une action sur son téléphone, qu'il n'y a pas de témoin, que personne n'est témoin de cet accident, nous, services de secours, on doit être capable rapidement, parce que la loi nous y autorisera, c'est tout l'enjeu de demain, d'utiliser des outils, je le redis, déjà existants, mais seulement utilisables dans le cadre de missions de police très spécifiques, le grand banditisme, l'antiterrorisme, etc. Aujourd'hui, on est capable, avec des appareils très performants, d'aller capter une bande de fréquence d'un téléphone pour lequel aucune action n'est possible dessus. Il faut que dans le cadre du secours en montagne, c'est interdit pour nous aujourd'hui, sauf dans quelques cas très précis, mais c'est long à mettre en œuvre parce que le Code de procédure pénale nous impose des autorisations particulières. Demain, on devrait être capable de le faire dans le temps de la sauvegarde de la vie humaine, c'est-à-dire très rapidement après un appel de secours. Je veux pas pointer du doigt, c'est pas du tout la question, mais ce qui s'est passé en Italie il y a quelques semaines en arrière, là, de ce Français qui est décédé faute d'avoir eu des secours suffisamment rapides, ça nous interroge obligatoirement, ça nous oblige quelque part. Il faut demain... Je me permets encore une fois de t'interrompre, comme tu m'y as invité en début en disant que tu aimais beaucoup partager. Merci. Et je te remercie. Je suis désolé. J'entends cette prise de position que de pouvoir géolocaliser passivement une personne sans qu'elle en donne l'autorisation. C'est pas une prise de position. C'est pas une prise de position. C'est l'avenir. C'est pas une prise de position. Non, pardon de le dire comme ça. C'est l'avenir. Entendu. Ça sera une des révolutions. Ça pourrait faire pour moi l'objet d'un. Ça sera la quatrième révolution dans le secours en montagne sur ces décennies. Ok, je vais donner, pour finir sur ce thème, avant d'aborder les questions, la parole à Amaury. Alors, je reviens sur le CG précédent, hein, non pas que ce qu'a dit Patrick soit... enfin voilà, il n'a pas tout dressé, mais il a totalement raison. Hein. Aujourd'hui, les libertés individuelles de chacun font qu'on ne peut pas être totalement intrusif, nous, organismes de secours, ce qui est totalement normal, puisque la France est un pays démocratique où chacun a sa liberté et la liberté de chacun doit être respectée. Mais voilà, il y a cet aspect très particulier de la sauvegarde de la vie humaine qui pourrait permettre et qui permettrait de sauver des vies. Donc je voudrais revenir juste sur le sujet précédent sur les drones. Non pas que j'ai moi-même des choses à dire, mais je voudrais parler au nom de tous les pilotes et équipages des bases hélicoptères qui font du secours et dire qu'aujourd'hui, des drones, il y en a des drones de loisirs, hein, je parle des drones de loisirs, il y en a trop en l'air. Il y en a beaucoup en l'air et quand ils sont en l'air, souvent c'est pour faire des belles images. Les belles images, c'est en montagne et c'est aussi pour capter des scènes particulières. Et un des messages que les pilotes d'hélico essayent de faire passer, c'est le message qu'ils essayent de faire passer actuellement, c'est attention aux drones, le choc hélico-drone, c'est pas permis, c'est pas possible. Et plusieurs pilotes auraient des expériences à vous raconter où ils sont passés pas loin de la catastrophe parce que un drone c'est tout petit, quand on est dans l'hélico on ne voit pas forcément, mais s'il touche la pale de l'hélico, ou s'il touche le rotor arrière, ou s'il se prend dans le pare-brise, je ne vous raconte pas les conséquences. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Voilà. C'était un petit aparté, mais nécessaire à mon sens. Avec la particularité que tout le monde peut se servir d'un drone comme il le souhaite, et nous, en secours, dans le cadre d'un secours, il faut qu'on ait des autorisations particulières. Ok, entendu. Attention aux pilotes de drone, parce que les conséquences peuvent être très graves. Et ben, je vais vous donner la parole maintenant pour poser des questions. Donc, on a des fils, donc on ne pourra pas faire passer le micro, mais dites-le à voix haute. Moi, je répéterai la question dans le micro. Et je propose de commencer par votre question. Alors moi, c'est une question pour toutes les unités globales. Je voulais savoir si vous travaillez aussi
si tu entends avec l'unité d'instruction de la sécurité civile en France ou pas? Est-ce que vous travaillez avec l'unité d'instruction La sécurité civile? de la sécurité civile? Non, en France. Les UISC, c'est ça? Ouais. Les UISC sont des unités qui font du DESOP, qui ont vocation surtout à travailler à l'étranger sur les événements graves. C'est de ces unités-là que vous parlez? Ouais, pourquoi c'est basé en France quoi, ou en Corse? Ils n'ont pas vocation à entrer... Dans le cadre du secours en montagne, on ne travaille pas avec eux. Maintenant, on peut être amené à les encadrer s'ils doivent évoluer dans un domaine, dans un milieu montagne pour lequel ils ne sont pas qualifiés, et donc pour les mettre en sécurité. Si on doit amener une unité de sécurité civile sur un secteur de séisme, et qu'il faut passer par un domaine montagne, et ben, on va les encadrer. Et par contre, dans le cadre du secours en montagne, on n'intervient pas avec eux. Je rappelle que nous, on est montagnards. Vraiment, ce qui nous relie, le point de départ qui nous relie, c'est le fait qu'on est alpiniste et montagnard. Et les UISC, nous, il nous arrive, je dirais presque chaque année, ça dépend si on a des places ou pas, de les associer à nos formations de recherche en avalanche, formation des maîtres chiens d'avalanche. Donc chaque année, à Chamonix, notre centre de formation forme des maîtres chiens d'avalanche, et on essaye toujours de prendre 1 ou 2 UISC en plus pour qu'ils augmentent leur expérience dans la recherche de personnes en désobstruction. Alors c'est pas les mêmes techniques, mais eux, ça les enrichit. Ouais, monsieur? Mais en termes de formation, de secourisme, de base, vous avez un tronc commun de formation où il y a vraiment des particularités spécifiques à chacun de vos corps de métier? Est-ce qu'il y a donc une formation, un tronc commun à chaque unité, ou est-ce que vous avez des formations spécifiques? Alors, vous parlez de la formation au secourisme, donc la prise en charge des victimes. Ouais, prise en charge des victimes. Alors, le tronc commun en France, c'est ce qu'on appelle le PSE, le premier secours en équipe, donc de niveau 2, il vaut pour toutes les personnes en France, donc y compris et a fortiori les professionnels qui font du secours à personnes en France, donc on est tous titulaires de ces qualifications. Et puis ensuite, en fonction des corps, il peut y avoir effectivement quelques appendices supplémentaires. Il y a je crois 2 ou 3 ans de cela, donc on a travaillé sur un référentiel spécifique secours en montagne, donc qu'on vient ajouter au PSE, parce qu'on se rend compte que le PSE dans la montagne, la prise en charge PSE dans la montagne, c'est pas la même qu'en équipe constituée, telle que ça peut être fait au quotidien par les pompiers sur le bord de la route ou au domicile. Parce qu'on utilise des matériels différents et surtout parce qu'on intervient avec des équipes extrêmement restreintes. Donc on a fait valider un référentiel donc, par la Direction Générale de la Sécurité Civile, qui est propre dorénavant, donc, qui est mis en œuvre dans le cadre de notre travail, auquel on a ajouté des modules spécifiques qui s'appellent modules d'aide à la médicalisation. Parce que ça, c'est aussi une spécificité du secours en montagne, c'est que le médecin intervient seul, il a beau être urgentiste, il intervient seul, sans paramédic et sans médecin, en règle générale. Il peut y avoir quelques cas très particuliers où le médecin, on va permettre à l'infirmier d'accompagner le médecin, mais en règle générale, c'est plutôt le secouriste qui va assister, aider, sous la responsabilité du médecin, à la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions. Donc ça, on a aussi un référentiel qui est dûment validé par la DGSCGC, sur ce domaine-là. La DGSCGC? Pardon, excusez-moi pour les acronymes. La Direction Générale de la Sécurité Civile. Et de la gestion des crises. Merci. La gestion des crises. C'est le plus difficile à retenir. Ça me paraît assez exhaustif. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, là, je te dis. Sur la notion de secourisme, nous, dans notre domaine, en fait, c'est du secourisme en montagne. Donc il est évident qu'il faut avoir une activité de secourisme et se maintenir en compétence au niveau dans ce domaine-là, c'est la priorité. Donc nous, par exemple, en sapeurs-pompiers, on demande à nos agents, en même temps qu'ils aient une activité de secouriste en montagne, ils ont également une activité de secouriste classique. Donc ils participent aux interventions des ambulances de manière classique, ce qui leur donne ou maintient une compétence dans ce domaine du secourisme. Et après, ils vont appliquer ces compétences-là dans un domaine particulier qui est la montagne. Je peux compléter, mais promis, rapidement. La médicalisation des secours, aujourd'hui, c'est 70% des missions. Ça, c'est pareil, c'est à peu près partout pareil en France, c'est un chiffre national. Ça veut dire qu'il y a 30% des missions pour lesquelles, des missions de secours à personne, enfin secours en montagne, pour lesquelles le décisionnaire donc, de la mise en œuvre du secours médicalisé, c'est-à-dire le médecin régulateur,
qui est présent au SAMU, qui prend la décision ou non de mettre un médecin dans l'équipe de secours en montagne. Dans 30% des cas, il considère que la pathologie ne nécessite pas la présence du médecin sur place, même si tout à l'heure j'ai dit que pour toutes les autres missions, il y avait un intérêt majeur à ce qu'il y soit. Ça sous-entend que les secouristes que nous sommes sont en capacité de prendre eux-mêmes en charge à peu près 30% des pathologies restantes, ou 30% des interventions restantes. Il est considéré grosso modo que toutes les pathologies sous les articulations, c'est-à-dire sous le genou et sous les coudes, dès lors que ça ne saigne pas, que ce sont des interventions de premier niveau qui peuvent être prises en charge sans la présence du médecin. Merci beaucoup. Sous les genoux et sous les coudes. Alors, sous les genoux et sous les coudes, typiquement tout ce qui est sous les genoux et sous les coudes, en principe, ça peut même ne pas passer par la décision du médecin régulateur. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Tout à l'heure, vous avez mentionné les secours dans les pays frontaliers à la France en disant qu'ils étaient moins bien, j'ai l'impression, et vous pouvez nous en dire plus là-dessus. C'est quoi qui fait la différence? Je ne voulais pas provoquer de questions. Non, mais... Mais on est passé d'un secours public à un secours privé, donc... Je vous reprécise simplement pour l'enregistrement qu'on parle des secours dans les pays frontaliers que sont l'Italie et la Suisse, précisément. En plus, ça vaut pour l'Espagne, ça vaut pour plein de pays de l'arc alpin. Autant de pays qui sont, s'ils n'ont pas encore basculé complètement, pour certains ont basculé complètement, pour d'autres sont en train de faire la bascule. Voilà, donc, qu'est-ce que c'est du secours public? C'est des agents salariés d'une entreprise avec un hélico dédié. Enfin non, justement, c'est le problème, pas forcément dédié pour le secours en montagne, donc multimission. On parle de secours privé, hein. Il me semble que tu as utilisé le mot public là. Pardon, je voulais faire la distinction entre secours public et secours privé. Excuse-moi. Donc le secours public, effectivement, c'est assez compliqué que ça doit être rentable. Or, le secours en montagne, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est difficilement rentable. Donc l'entrepreneur, le patron de l'entreprise de secours en montagne, si on peut appeler ça comme ça, qui décide d'acheter un hélico ou d'affréter un hélico, des personnels, des médecins, un équipage pour faire du secours en montagne, il est sûr qu'il boit le bouillon, quoi. Sauf à multiplier sa mission, à ne pas faire du secours en montagne, auquel cas ça pose un vrai problème de disponibilité pour le secours en montagne. C'est une équation quasiment insoluble. Alors pour autant, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas dans les pays voisins, ça fonctionne. C'est juste que je pense, pour le coup c'est une prise de position, je pense que ça peut dégrader la qualité du secours. Et il y a en Suisse des secours pour lesquels les moyens qui seront mis à disposition du bénéficiaire seront pas tout à fait les mêmes, je le dis avec toute la prudence qui s'impose, en fonction de la capacité du bénéficiaire à rembourser le montant de la facture. Un riche sera mieux secouru qu'un pauvre. En quelques mots. Puisqu'on parle des pays qui sont limitrophes aux nôtres, j'en profite pour dire qu'il existe une commission internationale du secours en montagne, un événement annuel, un congrès annuel, où tous les organismes de secours se réunissent et échangent les bonnes pratiques, partagent leurs expériences, partagent leurs nouveautés, partagent leurs rétex, les retours d'expérience que l'on fait quand justement il y a des choses importantes à tirer d'une intervention. Ça regroupe, je ne sais plus aujourd'hui combien il y a de membres, mais il y a plus de 200 membres, même s'il n'y a pas 200 pays qui font du secours en montagne, il y a plus de 200 membres parce qu'il y a plusieurs membres dans chaque pays. Mais c'est une vraie richesse, cet échange qui se déroule chaque année et auquel la France participe sous une entité, le groupe France, où on est tous ensemble, tous liés, et sur lequel participent également les médecins pour la recherche en avalanche, et sur lequel participent également les maîtres chiens pour améliorer les techniques de recherche en cynophilie, et sur laquelle se rassemblent également tous les pilotes des différents pays pour parler de toutes les problématiques aérologiques en montagne et de l'intervention en montagne. Un pilote montagne, il ne s'improvise pas pilote montagne comme ça, c'est très complexe le pilotage en altitude avec de l'aérologie changeante, de l'aérologie qui est liée, si certains d'entre vous font du parapente, ils le savent bien, de l'aérologie qui est liée au relief. Et cet échange-là, à nos yeux,
et porteur de modernisme et d'un sport en montagne toujours plus fort. Merci beaucoup. On touche à la fin de cette table ronde. Alors voilà, je vous propose cette conclusion, c'est de dire qu'on parlait de la rentabilité du secours en montagne. Voilà, je pense qu'on est dans une société qui accepte de moins en moins le risque et la montagne est un des terrains où on a encore le droit de prendre des risques et il vaut mieux qu'ils soient maîtrisés ces risques. Donc c'est aussi une école de la maîtrise du risque et ça permet à des hommes et des femmes de grandir. Et ces hommes et ces femmes font partie d'une société, d'une économie. Donc voilà, évidemment, il y a différentes manières de calculer la rentabilité. Il y a des choses qu'on ne peut pas calculer. Mais si on peut prendre ces risques aujourd'hui en montagne et avoir le droit à l'erreur, c'est aussi parce que vos unités et vos collègues sont là. Donc merci pour ça. Et je sens que tu veux rajouter quelque chose. Juste quelques mots. C'est l'officier de police judiciaire qui vous parle. L'espace de liberté n'est pas un espace de non-droit. C'est une conclusion. Si vous avez une question à poser spécifique, je vous invite à venir. Je voulais juste passer un message parce qu'il y a un petit point qui fait partie de la montagne mais qui n'a pas été abordé là parce que le milieu dans lequel on est censé évoluer, il est peut-être moins, il paraît moins hostile, c'est le canyoning. Et moi encore, on l'a payé très cher l'an dernier, ça a été dramatique. Et ça n'a pas été abordé là tout au long de la réunion, mais c'était juste une petite piqûre de rappel pour les gens qui vont pratiquer l'activité, c'est de bien garder en mémoire que ça peut être aussi dangereux que la falaise ou que l'alpinisme ou que le ski. Et c'est pas à prendre, c'est pas une activité à prendre à la légère, entre guillemets. Il faut toujours rester bien encadré et bien préparer sa sortie et sa course comme on le fait en montagne. Ouais, merci beaucoup de rappeler ça, le canyoning qui fait partie de cette grande famille des sports outdoor et de montagne. Et voilà, merci à vous d'être là et merci à vous d'avoir répondu à ces questions et d'avoir participé à cette table ronde. Merci pour votre curiosité. Effectivement, il y a des stands qui sont présents, donc il y a le stand du PGHM qui est là. Est-ce qu'il y a le stand pour... Vous serez au même endroit? Non, d'accord. Enfin, voilà, si vous voulez poursuivre un petit peu les discussions et parler plus de personne à personne avec des questions peut-être plus personnelles, vous pouvez le faire. On a nos collègues qui sont présents sur les stands en bas. Voilà, il y a PGHM, il y a le GMSP, les CRS. Allez-y, on est là pour ça, on est là pour ça. Et bon salon de l'escalade à tous.